Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, le Burkina Faso chute mais ne tombe pas. En début d'après-midi à Johannesburg, les étalons se sont inclinés 3-1 face au Bafana Bafana. Une défaite qui complique les chances de qualification du Burkina à la prochaine Coupe du Monde. Le résumé de ce match à suivre dans quelques secondes. Elle dure depuis une soixantaine d'années. Aujourd'hui, les relations entre la Tunisie et le Burkina sont au beau fixe. Paul Kabatieba et les plus hautes autorités tunisiennes ont plus que jamais le regard tourné vers l'avenir, un avenir qu'ils placent sous le signe du développement économique. Koglouéogo Land, c'est le dernier né dans le paysage cinématographique burkinabé. En 76 minutes, les réalisateurs relatent le quotidien de ces groupes d'autodéfense dans les régions du Burkina. Des images inédites, c'est ce que nous promettent nos reporters qui ont assisté à la première de ce film. Et puis, le bilan s'alourdit après l'embuscade menée contre une patrouille conjointe des soldats à la frontière entre le Mali et le Niger. Un quatrième soldat américain a été retrouvé mort après des fouilles approfondies sur le site du drame. Un guet-apens préparé qui rallonge les attaques de djihadistes dans cette partie du Niger. Bienvenue à tous. Les étalons ont donc vécu un après-midi cauchemardesque à Johannesburg. Face au Bafana Bafana, ils se sont lourdement inclinés 3-1. Cette cinquième sortie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 compromet leur chance de qualification. Mais l'espoir n'est pas perdu puisqu'il reste encore un dernier match à jouer à domicile. Salif Ouedraogo, Kalfa Ouattara, reportage. Le navire de Paolo Duarte a chaviré cet après-midi au FNB Stadium, Soccer City de Johannesburg. Les étalons n'ont tenu dans cette rencontre que quelques secondes. Charles Kaboré et ses camarades couriront après l'égalisation dès la première minute. Bersito met les Burkinabés en doute. Déstabilisé, Paolo Duarte lance Aristide Bansé sur le front de l'attaque. Mais l'attaquant burkinabé n'aura pas le temps de toucher la balle. Que Temba Tsouane double la mise à la 34e minute. Afrique du Sud 2, Burkina 0. Avec une défense inexistante et un milieu méconnaissable, les étalons continuent les chemins de croix qui se matérialisent par un troisième but sud-africain. 3-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les étalons courent après le score. La tâche est immense. Dans les derniers instants du match, Bertrand Traoré est victime d'une faute. Alain Traoré se charge de sauver l'honneur. 3-1, c'est le score final. Avec cette défaite, les étalons compromettent sérieusement l'échange d'un premier mondial pour le Burkina. Et puis sachez que dans le même groupe, le Sénégal a battu le Cap-Vert par 2-0. Avec cette victoire, le Sénégal prend seul la tête du groupe D avec 8 points et 2 matchs encore à jouer, alors que le Burkina a 6 points avec un match à jouer. Dans la suite de ce journal, une note de satisfaction partagée par les participants aux premières assises nationales sur la coopération décentralisée. Au cours d'un dîner offert par le président du Faso, experts du Nord et du Sud ont officiellement fermé les portes de ces assises ouvertes le 5 octobre dernier à Ouagadougou. Konsoun Koulibaly et Boum Ernest Nebié, reportage. Le président du Faso lève son verre, le buffet est ouvert, un repas copieux pour les invités ayant pris part aux premières assises de la coopération décentralisée. Vive la coopération décentralisée. Venu du Nord et du Sud, il dîne ici avec le président du Faso. Un dîner que Roch-Marc Christian Kaboré leur offre pour leur témoigner toute sa satisfaction et sa gratitude par rapport à la réussite de ces premières assises nationales sur la coopération décentralisée. Et vous avez vu que ce soir, il leur a offert un dîner qui a été également sympathique, cordial, et ça a permis aux uns aux autres de continuer les échanges et de lier non seulement des liens affectifs, mais des liens qui vont permettre donc aux collectivités territoriales de pouvoir avoir des visions communes pour le développement de nos communautés à la base. En tout cas, je suis tout à fait satisfait. Je voudrais féliciter tout le comité d'organisation, tous ceux qui se sont en tout cas investis pour la réussite donc, de ces premières assises.
national sur la coopération décentralisée au Burkina Faso. Et à la prochaine, comme dit le président, parce qu'il a dit qu'il verra avec le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation pour voir la faisabilité pour les prochaines assises. Autour de la piscine de la présidence du Faso, Roch-Marc Christian Kabouré et ses invités apprécient aussi ici la musique burkinabé distillée par un orchestre dirigé à cette soirée par Issouf Compaoré. Comme quoi, le dîner et la musique font bon ménage. Présent à Tunis pour les deuxièmes rencontres Africa, Paul Kabatieba a été reçu par les autorités tunisiennes avec le président Béji Caïd El Sepsi. Les échanges ont porté sur les 60 années de coopération entre le Burkina et la Tunisie, une rencontre sur laquelle reviennent nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Ruth Bini-Ouattara. Avec le président de la République tunisienne, c'est un passage à revue de la collaboration bilatérale. Cette audience que le président de la République vient de m'accorder a été l'occasion pour nous d'échanger sur la situation au Burkina Faso, en Tunisie. Également, nous avons parlé notamment de l'amitié, de l'histoire qui unissent tous deux pays, mais et de la nécessité de les approfondir. Un approfondissement, oui, et surtout dans les domaines qui nécessitent un partage d'expertise. Le président de la République m'a donné des conseils avisés sur l'expérience de la Tunisie sur plusieurs questions, notamment la question de l'emploi des jeunes, en matière de formation professionnelle, en matière, oui, sur le plan culturel, sur le plan sportif, l'éducation et la formation professionnelle. Oui, nous avons beaucoup de choses à faire dans la matière. La santé publique, nous savons aussi qu'il y a des perspectives intéressantes en matière d'industrie pharmaceutique. La Tunisie et le Burkina, c'est aussi des similitudes entre deux peuples qui partagent les mêmes aspirations. Nos deux peuples, nos deux jeunesses partagent les mêmes valeurs. Des valeurs de paix, mais également un attachement viscéral à la liberté, un attachement viscéral à la démocratie et un attachement viscéral au progrès. Béji Caïd El Sepsi a aussi remis à Paul Kabatieba un message pour le président Roch-Marc Christian Kabouré, une invitation à séjourner dans son pays. Et puis à l'issue de cette audience, Paul Kabatieba s'est entretenu avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien. Une collaboration entre l'institution tunisienne et l'Assemblée nationale du Burkina est envisagée. Les échanges entre les deux personnalités ont également porté sur l'organisation de l'Assemblée tunisienne, sur le système politique et sur le contrôle des finances. Des images rapportées par Alidou Badini et Ruth Bini-Ouattara, avec qui nous restons pour faire le point sur ce voyage en Tunisie du gouvernement burkinabé conduite par son chef. C'est un bilan que dresse le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, que nous écoutons. Cette visite du Premier ministre intervient après deux événements majeurs récents, pour ne pas dire trois. Un, la grande commission mixte qui s'est tenue ici à Tunis entre les deux pays il y a un an. Ensuite, la visite du chef du gouvernement tunisien il y a 6 mois à Ouagadougou. Également l'inauguration de l'ambassade de Tunisie à Ouagadougou. Et puis dans la foulée, vous le savez bien, il y a eu la suppression des visas. Et lors de la grande commission mixte, nous avons insisté sur deux faits majeurs avec deux accords importants concernant à la fois la formation professionnelle, l'éducation, la santé. La santé avec à la fois les questions de planification familiale, il y a déjà un accord à ce niveau. Également les évacuations sanitaires, mais aussi la formation du personnel soignant, y compris les médecins. Ensuite, on a parlé aussi de l'économie numérique avec la visite du Technopole. Ça a été une visite fructueuse
dans d'autres domaines également, avec des hommes d'affaires avec qui le Premier ministre a discuté pour voir comment est-ce qu'on peut établir des partenariats. Et pour concrétiser tout ça, pour aller vite, on a dit la commission mixte c'est tenant tous les 2 ans. La prochaine va avoir lieu en 2018. Au lieu d'attendre celle-ci pour faire le point, il faut que les experts se réunissent déjà assez rapidement pour faire ce point-là, pour voir quelles sont les avancées et où est-ce qu'on peut mettre l'accent. Et de façon sectorielle, les ministres peuvent intervenir ou les 2 chefs de gouvernement eux-mêmes. Voilà donc le point qui est fait sur la visite du Premier ministre Paul Kabat-Yeba en Tunisie. Dans la suite de ce journal, l'avis des partis politiques avec les jeunes du MPP. Ils ont clos cet après-midi à Ouagadougou leur 2e convention nationale sur une conviction, celle que l'employabilité des jeunes passe par l'auto-emploi. À cet effet, les secteurs porteurs ont été déclinés par les participants à la convention qui vient donc de s'achever. Urbain Benito Somé, Olopoda, reportage. L'auto-emploi comme une alternative à la problématique de l'emploi au Burkina Faso. La jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès y croit fortement et appelle ici au sens de l'innovation dans les secteurs agro-silvo-pastoraux, halieutiques et phoniques, sans occulter les métiers des énergies renouvelables. 80% de notre population vit de l'agriculture et de l'élevage. Le Burkina Faso a un grand potentiel en matière d'élevage aujourd'hui. Vous savez, le kilogramme de viande sur le marché international coûte autour de 2300 francs. Comparativement, le kilo de cacao coûte autour de 1000 francs, moins de 1000 francs. Donc il y a un potentiel incroyable, que ce soit en matière de viande, que ce soit en matière de peau, que ce soit en matière même de fumier. Et donc il y a un potentiel à ce niveau et nous avons recommandé à ce que nous puissions en tout cas faire un travail de fond à ce niveau-là. Venus des 45 provinces du Burkina, les jeunes du parti au pouvoir veulent ainsi prendre leur destin à main en vue de contribuer au développement du Burkina. Et à cette 2e convention, ils ont tous pris l'engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS et à lutter contre le terrorisme. Malgré les menaces de toute nature, la jeunesse du MPP constitue cette résilience vers la marche radieuse et victorieuse de notre peuple. Camarades jeunes, l'échec n'est pas une option. Nous sommes condamnés à réussir ou à périr ensemble. Les résultats auxquels vous êtes parvenus constituent une victoire pour notre parti, le MPP, mais aussi une maturité politique de sa jeunesse intrépide et engagée. Les jeunes du MPP se disent plus que jamais déterminés à accompagner les efforts du gouvernement. Pour ce faire, ils s'appuient sur une veille citoyenne, question de faire barrage à toute tentative visant à saper les actions de développement entreprises dans le cadre du programme présidentiel. La journée mondiale de l'habitat, commémorée chaque 2 octobre, a servi de prétexte pour jauger la politique du logement au Burkina. Un panel a été organisé par le département ministériel de l'habitat sur la problématique du logement. On en sait plus dans ce reportage que signent Konsoun Koulibaly et Maxime Zongo. Comment accéder à un logement décent et cela à un coût abordable, c'était tout l'enjeu des débats. Pour aborder la question, plusieurs experts ont été conviés aux échanges. Architectes, urbanistes, promoteurs immobiliers et bien d'autres acteurs. Chacun à son niveau a tenté d'apporter sa contribution à la recherche d'une solution viable et durable. Nous organisons ce panel de discussion pour qu'on puisse échanger les idées par rapport aux actions qui sont utiles pour créer au Burkina un mécanisme qui va permettre à chaque Burkinabé à moyen et long terme d'accéder donc à un logement décent. La problématique du financement, l'implication partenariat public-privé, l'inadéquation entre l'offre et la demande, tous les enjeux ont fait l'objet de réflexions et d'échanges soutenus. Moment de partage d'expériences, les participants n'ont pas manqué l'occasion de poser de nombreuses questions afin de mieux cerner les contours du sujet.
On parle à présent assurance maladie universelle. Les études réalisées sur sa mise en œuvre au Burkina sont en passe d'être validées. Les membres du comité technique et quelques personnes ressources sont réunis sous l'égide du ministère en charge de la protection sociale. Les précisions avec Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. L'extension de la protection sociale par le régime d'assurance maladie universelle est inscrite parmi les objectifs stratégiques du Plan national de développement économique et social PNDS. C'est dans cette optique que le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a initié des études sur les régimes d'assurance maladie universelle. Cet atelier de validation de ces études regroupe les membres du comité technique ainsi que les personnes de ressources qui vont valider ces rapports en faisant des propositions. Notre pays est engagé dans ce processus-là depuis bientôt quelques années. Et chaque année qui passe, donc, nous consolidons un peu, j'allais dire, nos positions jusqu'à l'opérationnalisation effective donc, de cette politique qui tient à cœur notre gouvernement. Donc l'atelier de ce matin constitue une étape très importante parce qu'il s'agit donc d'un atelier de validation des fondamentaux donc, de cette politique telle qu'elle est déroulée. Le travail de validation qui sera réalisé par les participants va constituer le premier acte du processus de création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Avis aux nouveaux bacheliers des Hauts-Bassins et environ, si vous optez pour étudier la pharmacie, alors l'INSA vous ouvre ses portes. À compter de cette rentrée académique, l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université Naziboni offre la formation. Pour l'heure, 50 étudiants constituent la première promotion, nous disent Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Kadou Romenki. L'INSA, l'Institut supérieur des sciences de la santé, dispose désormais d'une filière en pharmacie à l'Université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Une nouvelle filière pour accueillir les bacheliers qui désirent poursuivre leurs études en pharmacie. Nous avons pensé que l'Institut, l'INSA, pouvait aller au secours de Ouaga 1 en lui permettant de respirer un peu pour réduire non seulement les effectifs, mais nous aider dans les efforts de normalisation des années académiques. Parce qu'ils ont fait montre de bonnes dispositions pour faire en sorte que nos universités fonctionnent bien. Donc nous ne pouvons pas ne pas trouver du temps pour venir les accompagner dans ces efforts-là. Effective dès cette rentrée académique, la filière pharmacie de l'Université Naziboni de Bobo démarre avec un effectif de 50 étudiants. Les matières qui sont enseignées chez les médecins seront enseignées chez les pharmaciens. Sauf que pour certaines matières, certaines spécialités, certaines disciplines, à un certain moment, en fonction donc de la spécialité, on sera obligé d'interrompre pour par exemple la médecine, de continuer avec les pharmaciens ou pour les pharmaciens au profit des médecins. Présent à cette cérémonie de lancement de l'ouverture de la filière pharmacie à Bobo-Dioulasso, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a saisi l'occasion pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction du bloc administratif de l'INSA. Et l'INSA fait peut-être partie des bénéficiaires de ce don de l'ambassade de la République de Chine-Taïwan. Elle offre 500 ordinateurs au profit de 7 structures universitaires publiques. Ce don s'inscrit dans la mise en œuvre d'une bibliothèque virtuelle initiée depuis 2004. Siedi Laréenne et Zalis Assanfo nous en disent plus. 500 ordinateurs pour 7 structures universitaires publiques du Burkina Faso. Le don est de l'ambassade de la Chine-Taïwan. Un don qui rentre dans le cadre du projet de mise en œuvre d'une bibliothèque virtuelle au sein de ces universités. Il y a l'accroissement des étudiants, des infrastructures dont les différentes universités ne sont toujours pas suffisants pour enseigner. Donc je crois que pour l'ambassade de la République de Chine-Taïwan et le gouvernement de la République de Chine-Taïwan, on est très content, on peut accompagner le ministère de l'enseignement supérieur et les différentes universités à accomplir leur mission dans le domaine de l'éducation supérieure. Les bénéficiaires heureux promettent d'en faire bon usage.
Pour eux, l'acquisition de ces ordinateurs vient résoudre une préoccupation majeure. Aujourd'hui, l'enseignement se fait aussi en partie grâce à l'outil informatique, surtout que nous sommes dans l'ère du système LMD, où le travail personnel de l'étudiant a une place importante, et ce travail personnel se fait à partir des ressources informatiques. Ces 500 ordinateurs ont coûté plus de 550 millions de francs CFA à la Chine-Taïwan. Et cette cérémonie, elle, marque le début effectif du projet de bibliothèque numérique de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, initié depuis 2004. Avec ces ordinateurs, les étudiants pourront programmer. La programmation informatique, on en parle à présent avec ce projet dénommé Africa Code Week. Plus de 2000 jeunes âgés de 8 à 24 ans et issus de milieux défavorisés sont initiés au langage informatique. À Koudougou, de jeunes talents se font déjà voir. Daouda Ouattara et Estelle Judith Assorba. Africa Code Week, la semaine africaine du code, se tiendra du 18 au 25 octobre prochain dans la capitale burkinabé. C'est un projet qui consiste à apprendre aux enfants de 8 à 24 ans le langage du code. Il s'agit de façon spécifique de mettre entre les mains des jeunes de cette tranche d'âge des outils et compétences informatiques. Le but n'est pas d'en faire des experts en matière informatique, mais de les sensibiliser le plus jeune possible afin qu'ils développent une passion. Ce que nous souhaitons, c'est véritablement créer une étincelle dans l'esprit de certains jeunes et que certains s'investissent, développent leurs connaissances dans le monde informatique. Pour cette première édition, plus de 2500 enfants des villes de Ouagadougou et de Koudougou bénéficieront de ce projet. Et la cible la plus visée est les enfants des zones défavorisées. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de s'épanouir dans ce nouveau monde qui est le numérique, d'où le slogan « L'informatique est une nouvelle langue, aidons nos jeunes à parler couramment ». Cette formation donc va permettre à notre jeunesse de pouvoir avoir cette maîtrise dès la base. Et si nous formons notre jeunesse dès la base, ils vont pouvoir effectivement participer à cette contribution de la production de contenus locaux qui sont adaptés à nos besoins. Ce projet existe déjà dans 35 pays africains. À travers cette initiative, ces promoteurs souhaitent amener les jeunes à être préparés aux enjeux de l'économie mondiale du savoir. Toutes choses qui devraient leur permettre de devenir les acteurs d'une croissance économique durable pour le continent. Dans quelques jours, la capitale burkinabé va abriter une conférence internationale sur la technologie du biodigesteur, la réduction du gaz à effet de serre, la préservation de l'environnement, mais également le renforcement de la sécurité alimentaire. Des thématiques qui seront abordées par les experts venus d'Afrique et d'ailleurs. Une conférence de presse a été animée pour situer sur les enjeux de la conférence. Le compte rendu avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. Avec plus de 10 000 biodigesteurs installés à travers le territoire national, le Burkina Faso compte parmi les pionniers dans la promotion de cette technologie en Afrique de l'Ouest. Un dispositif qui permet de produire du biogaz à partir des déjections animales. C'est sur la base de son expérience que le Burkina Faso organise une conférence internationale en vue de renforcer la résilience des populations face au changement climatique. L'objectif de la conférence est d'obtenir l'engagement des États et des partenaires techniques et financiers dans la préparation, le financement et la mise en œuvre du programme national de dissémination de la technologie du biodigesteur en vue, entre autres, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté. L'Afrique à l'ère des changements climatiques, c'est le thème de cette conférence qui regroupera des délégations de 10 pays d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du Tchad, ainsi que des représentants d'organisations sous-régionales. En plus des actions que nous menons déjà pour venir à bout de ces phénomènes, il faut avancer d'un cran en avant en faisant appel à des technologies qui peuvent transformer en profondeur nos campagnes. Et c'est justement la technologie du biodigesteur dans la mesure où les changements climatiques ignorent les frontières. Donc asseyons-nous ensemble, trouvons des solutions
locale, régionale, et pour que venir à bout. C'est dans cette ferme située dans la zone périurbaine de Ouagadougou que s'est tenu ce déjeuner de presse. Question de permettre aux journalistes de mieux s'approprier la technologie. Et puis sachez que votre chaîne publique a été distinguée au cours d'une soirée dédiée à la sécurité routière. La 5e édition de cette nuit a également honoré plusieurs autres personnalités physiques et morales au nom de leur engagement pour la promotion de la sécurité routière. Nous les découvrons avec Idriss Awarga et Boumernes Nebié. C'est une nuit dédiée aux acteurs qui font de la sécurité routière leur priorité. Et cette 5e édition se tient sous le thème « Insécurité routière et infrastructures routières ». Au cours de cette soirée, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux acteurs qui œuvrent au quotidien pour la promotion de la sécurité routière au Burkina. Nous avions exposé un peu la difficulté de l'entretien de nos routes, la difficulté que les usagers ont parfois pour circuler, mais aussi ce que nous provoquons sur nos routes quand nous les dégradons. Nous avons le Grand Prix de la sécurité routière, nous avons les Grands Prix d'honneur, nous avons les Grands Prix d'excellence et nous avons le label qualité. Le gouvernement burkinabé salue cette initiative de l'ONG Africa Vision Internationale et réitère son engagement dans la lutte pour la sécurité des usagers de la route au Burkina. Le recrutement d'un effectif complémentaire de plus de 150 policiers municipaux qui seront pour la plupart déployés pour la sécurité urbaine et la sécurité routière y comprise. Le maire également a entrepris des démarches pour prendre contact avec des structures, des sociétés qui sont spécialisées dans le transport urbain et donc dans la sécurité routière. Selon le représentant du ministre en charge des infrastructures du Burkina, 1 kilomètre de bitume coûte à peu près 600 millions de francs CFA. Un panneau environ 175 000 francs CFA et un feu tricolore varie entre 500 et 1 million de francs CFA. Des infrastructures qui sont malheureusement détruites par les usagers de la route. Et à travers ce thème, l'ONG Africa Vision Internationale interpelle le citoyen burkinabé à plus de responsabilités. On en vient à cette première projetée au Ciné Neroya. Kolgouéougo Land, c'est un film documentaire sur les groupes d'autodéfense au Burkina, les opérations, les affrontements, bref, le quotidien de ces groupes installés au sein des populations rurales est relaté dans ce film co-réalisé par Ismaël Compaoré et Luc Damiba à la découverte de l'œuvre avec Adama Guiti et Aboubakar Sagnon. Kolgouéougo Land, une réelle plongée dans l'histoire des groupes d'autodéfense au Burkina. Des témoignages poignants, des scènes insupportables pour les âmes sensibles, ce sont là les réalités que relate ce film documentaire qui explique comment les Kolgouéougo contribuent à leur manière à assurer la sécurité dans les zones les plus reculées du Burkina et même dans certains centres urbains. Les faits et gestes des Kolgouéougo, leur conception de la justice et de la sécurité sont mis à nu par les co-réalisateurs Ismaël Compaoré et Luc Damiba. Dans l'univers des Kolgouéougo, pour être terre à terre, c'est un film qui vous plonge sans trop d'intervention extérieure, qui donne la parole aux Kolgouéougo, qui donne l'acte aux Kolgouéougo, qui vous montre comment sont les Kolgouéougo. Après, on peut pas être d'accord avec les Kolgouéougo, on peut être pour les Kolgouéougo. Ça, c'est une autre question. Le film ne prend pas parti. C'est une question nationale, c'est une question de sécurité. Et chacun au quotidien vit le problème. Donc il fallait bien évidemment qu'on cherche à comprendre d'abord ce que c'est que les Kolgouéougo et pourquoi pas envisager de faire un film plus, puisque c'est ce qu'on sait faire le mieux. Attiré par le titre du film qui traite l'actualité du pays, ces cinéphiles l'accueillent et l'apprécient positivement. C'est un beau film. Je trouve aussi que c'est un sujet d'actualité qui valait la peine d'être traité. Et tel que les réalisateurs l'ont fait, c'est assez objectif. C'est un très bon film. Je trouve que ça pose des problèmes réels pour le pays, notamment les insécurités qui se propagent et en même temps l'incapacité de l'État à réagir. Kolgouéougo Land a été produit en 2017 par Sem Film. Il a été réalisé dans cette région après une observation de 2 ans dans 15 localités du Burkina.
Raconté en 76 minutes, Korlugoland sera très prochainement projeté dans les salles de ciné du Burkina et d'ailleurs. À l'actualité hors de chez nous, au Niger, un 4e soldat a été retrouvé mort sur le site où s'est perpétrée une embuscade. Dans la soirée du mercredi dernier, une patrouille conjointe de militaires nigériens et américains s'est faite piéger à la frontière avec le Mali. Ce 4e soldat américain retrouvé mort vient donc alourdir le bilan qui enregistre également la mort de 3 soldats nigériens. Le bilan s'alourdit côté américain après l'embuscade de meurtrière menée mercredi contre une patrouille conjointe de soldats nigériens et américains opérant pour le compte d'une mission antiterroriste au Niger. L'armée américaine a déclaré vendredi qu'un 4e soldat avait été tué au cours de l'attaque près du village de Tongo Tongo au sud-ouest du pays, à la frontière avec le Mali. D'après les responsables américains, son corps a été retrouvé par les forces nigériennes vendredi matin, près du site de l'embuscade au terme d'intenses recherches. Elle a en outre publié les noms des 3 soldats des forces spéciales américaines qui ont péri dans l'attaque de leur patrouille de reconnaissance avec les forces nigériennes par un commando islamiste. Il s'agit des sergents Brian Black, 35 ans, Jeremiah Johnson, 39 ans et Dustin Wright, âgé de 29 ans. Si l'assaut n'a été revendiqué par aucun groupe, les États-Unis soupçonnent néanmoins une branche locale de l'État islamique d'en être l'auteur. L'ouragan Nate met le cap sur les États-Unis. Les autorités de la Nouvelle-Orléans ont donc, en Louisiane, dans le sud-ouest des États-Unis, donc ont imposé un couvre-feu ainsi que des mesures d'évacuation obligatoires et volontaires, particulièrement vulnérables aux inondations. Le sud-est des États-Unis a déjà été durement frappé en août par 2 ouragans, Harvey en Louisiane et au Texas, qui a fait donc 42 morts et causé des dégâts matériels, ainsi que Irma, qui après avoir traversé les Antilles a fait 12 morts en Floride. Elle fonce tout droit sur les États-Unis. La tempête Nate, réévaluée par les météorologues en ouragan, va frapper les côtes de l'État américain de Louisiane dès dimanche. Un ouragan de catégorie 1 sur une échelle de 5. Certaines zones, particulièrement inondables, ont été évacuées par les autorités. Notre plus grande menace n'est pas forcément la pluie, mais les vents et les vagues. Au regard de la menace, je demande l'évacuation obligatoire de 3 zones de la ville de la Nouvelle-Orléans. Depuis quelques jours, ce sont plusieurs pays d'Amérique centrale qui ont été ravagés par l'ouragan. Le Nicaragua, le Costa Rica et le Honduras, où les routes ont été transformées en rivières et les maisons totalement inondées. Dans ces 3 États, ce sont au moins 28 personnes qui ont perdu la vie, emportées par les eaux. Merci à tous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.